Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce cours vidéo en distanciel. Bon, c'est la première fois que j'en fais un. Je ne sais pas si avec d'autres professeurs vous avez fait sous cette forme. Donc c'est un essai, j'attendrai votre retour, me dire si ça vous va, si ça vous va pas. Je pense que c'est plus intéressant qu'un cours en direct parce que là je vais vous exposer des éléments théoriques. Donc vous pourrez mettre pause quand vous avez besoin de mettre pause, ensuite revenir en arrière, etc., en fonction de vos besoins. Donc, la séance d'aujourd'hui, le but est de comprendre ce qui s'est passé à la situation de marché qu'on a vécue la dernière fois ensemble et comprendre comment la théorie vient expliquer la formation du prix qui résulte, comme vous avez pu l'observer, pardon, qui résulte de la rencontre entre l'offre et la demande. Donc la première activité qu'on va faire ensemble, eh bien, on va répondre à quatre petites questions qui figurent au bas de la feuille de gains sur lesquelles vous aviez noté les gains quand vous étiez producteur et les gains quand vous étiez consommateur. Donc je vous laisse la reprendre et là prendre quelques minutes pour essayer de répondre individuellement en vidéo aux questions. La diapo suivante, c'est la réponse aux vidéos, donc je vous demanderai de ne pas y aller immédiatement, de jouer le jeu et de répondre aux questions avant de voir les réponses. Donc le produit échangé sur le marché, eh bien c'est une médaille unique, indifférenciée. Donc aucun producteur n'y a bien évidemment la possibilité de rendre plus attirant qu'un autre son produit, parce que ils ont cette caractéristique qu'on va utiliser en économie, qui est celle de l'homogénéité. Donc là, je vais un petit peu plus loin pour ceux qui suivront l'année prochaine avec moi ou avec une autre collègue le cours de SES. Donc quand on parle d'un marché, eh bien on va imaginer un marché idéal, et ce marché idéal-là, il suppose des hypothèses très fortes, et notamment l'hypothèse de l'homogénéité, c'est-à-dire que tous les produits sont homogènes, comme ce que vous avez vécu ici. Donc comme ils sont homogènes, eh bien le prix ne peut être déterminé que par les différentes conditions des offreurs. Donc ici vous aviez chacun un différent coût de production et des demandeurs, donc chacun différents budgets. Donc, je vous rappelle, les coûts de production c'était la valeur des cartes noires et le budget la valeur des cartes rouges. Alors qu'est-ce que gagnent les producteurs et les acheteurs à échanger? Eh bien ils génèrent ce qu'on a appelé des gains à l'échange. Donc c'était des profits pour les offreurs. Donc les profits, je vous rappelle, c'était la différence entre le prix de vente et les coûts de production. Et ce qu'on a appelé les économies, donc là je mets ça entre guillemets parce que le sens d'économie n'a pas vraiment de sens en sciences économiques et sociales, c'est pour faciliter votre compréhension. Donc ces économies, c'est la différence entre le budget maximal qu'étaient prêts à dépenser les demandeurs et le prix de vente. Et la somme de tous ces gains va faisait les gains de l'ensemble de la classe, ce qu'on appellera les gains totaux ou les gains sociaux. Donc, qu'on peut-on remarquer à propos des différents prix? Eh bien, vous avez pu voir que euh, au début, vous n'aviez aucune information sur le marché. Vous ne saviez pas du tout quel était le prix idéal d'achat, quel était le prix que auquel vous alliez pouvoir réaliser une transaction. Donc vous avez essayé, et les prix ils étaient très différents. Certains ont essayé de vendre autour de 9 euros, 10 euros, d'autres ont essayé d'acheter autour de 3 euros, 4 euros, et vous arriviez parfois à réaliser des transactions, sauf que, à partir d'un moment, eh bien, vous êtes tous aperçus que vous n'arriviez à vendre qu'à peu près au même prix, et ce prix-là, c'était 6 euros. Donc les prix se sont tous resserrés, donc on va dire que les prix vont converger vers un même nombre, qui est ce nombre de 6 euros. Donc c'est ce mécanisme-là qui nous intéresse, le fait que vous avez pris des informations sur le marché et que vous saviez du coup quel allait être en probabilité le prix. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est comment la théorie va expliquer les résultats de cette expérience. Alors pour les expliquer, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser la situation. Donc un modèle en économie, et dans les sciences en général, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Là, on va faire une représentation simplifiée de la réalité
sous forme mathématique dans un graphique. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous pouvez d'ores et déjà sur votre cours noter 3.1, la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché aboutit à la formation du prix d'équilibre. Vous allez donc maintenant prendre le document 7 sur votre cahier. Donc, vous pouvez le découper et le coller et reprendre la vidéo une fois que c'est prêt. Donc, comment fonctionne ce document 7? Tout d'abord, eh bien, il rend compte de l'ensemble des conditions du marché de la médaille tel que vous l'avez vécu. Donc on a sur une colonne le prix et en face quelle va être la quantité demandée et quelle va être la quantité offerte. Donc on s'aperçoit que dans cette situation, eh bien, au prix de 2 euros, il y avait 15 demandeurs qui étaient en capacité d'acheter, au prix de 3,14 euros, et au prix de 2 euros, il n'y avait simplement que 2 offreurs qui étaient en capacité de vendre. Donc comment j'avais construit cette situation? Donc si je fais le parallèle avec les cartes, eh bien dans le jeu, il y avait deux cartes qui portaient la valeur 2. Donc deux cartes, c'était bien deux vendeurs qui avaient des coûts de production de 2 euros et donc qui auraient pu, ils n'ont peut-être pas accepté de le vendre à ce prix-là, ils auraient pu accepter une transaction au prix de 2 euros. Ensuite, on voit qu'il y a 4 vendeurs qui peuvent accepter de vendre au prix de 3 euros. Alors, comment j'ai pu construire ça? Eh bien, j'ai ajouté tout simplement dans le jeu deux cartes qui portent la valeur 3. Donc, il y a deux producteurs qui ont des coûts de production de 3 euros. Donc, ceux-là, eh bien, ils peuvent être capables de vendre à 3 euros. Et pourquoi 4 dans ces cas-là? Eh bien, justement, parce que ceux qui sont capables de vendre à 2 euros, ils sont aussi capables de vendre à 3 euros. Donc si je m'intéresse à l'ensemble des producteurs qui sont capables de vendre à 3 euros, eh bien j'ai bien les deux cartes noires portant la valeur 2 et les deux cartes portant la valeur 3. On peut raisonner exactement de la même manière avec la demande. Donc là, j'ai fait apparaître la carte 10. Donc il y avait une carte 10, une seule personne avait un budget de 10 euros. D'ailleurs, vous étiez content généralement quand vous receviez ces cartes-là. Donc ça veut dire que vous pouviez aller jusqu'au budget de 10 euros. Ensuite, j'ai ajouté deux cartes 9. Donc on voit qu'il y a un acheteur qui accepte d'acheter à 10 euros et deux acheteurs qui acceptent d'acheter à 9 euros. Donc si je les regroupe, eh bien il y a bien les trois acheteurs là qui sont en capacité d'acheter à 9 euros. Donc de la même manière, eh bien là on s'aperçoit que à la valeur de 8 euros, on a 6 acheteurs, donc on a les trois précédents plus 3 nouveaux pour arriver à 6, ce qui nous donne le nombre d'acheteurs qui peuvent acheter à 8 euros. On peut raisonner de la même manière à chaque fois, etc., etc., etc. Donc là, j'ai bien l'ensemble de la demande et ici, de la même manière, l'ensemble de l'offre. Vous allez pouvoir maintenant construire le modèle du marché de la médaille. Donc, comme on l'avait fait auparavant, on va construire un repère avec en ordonnée le prix en euros et en abscisse les quantités en unités de médaille. Donc je vous conseille d'aller jusqu'à 12 pour le prix en euros et jusqu'à 16 pour les quantités. Ça vous permettra d'avoir un graphique aéré et puis après vous verrez qu'on va jouer sur les valeurs et il va y avoir des éléments. Donc vous allez prendre votre tableau et vous voyez bien que sur le tableau, au prix de 2 euros, il y avait bien deux offreurs qui étaient en capacité de vendre, donc vous pouvez noter votre premier point pour la courbe d'offre. Vous procédez ensuite au prix de 3 euros, il y avait 4 vendeurs, au prix de 4 euros, il y avait 6 vendeurs, etc. etc. Et vous allez pouvoir tracer l'ensemble de la courbe d'offre. Prenez votre temps, travaillez proprement et ça ne va pas poser de problème. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de travailler le plus proprement possible.
De la même manière, vous pouvez construire la courbe de demande dans une autre couleur pour la faire apparaître là, et on s'aperçoit que si je prends les données de base, au prix de 10 euros, il n'y avait qu'un seul demandeur qui était en capacité d'acheter. Au prix de 9 euros, il y en avait 3, etc., etc. Et on crée bien les courbes de demande. Donc là, on voit que l'offre est bien une fonction croissante du prix, la demande est une fonction décroissante du prix. Donc là, vous devez absolument parvenir à reproduire ce graphique-là. Vous prenez votre temps, travaillez avec les carreaux, et ça doit donner ce résultat. Donc, je serai exigeant en évaluation sur la façon dont vous représentez votre modèle graphique. Donc déjà, je vous ai dit, il va falloir être rigoureux, donc travailler proprement, donc avec des crayons fins et avec des courbes bien tracées. Donc je ne vous oblige pas du tout à tracer les courbes à la règle, ça c'est pas nécessaire, vous pouvez le faire à main levée. Par contre, là où je suis exigeant, c'est sur les éléments que j'ai mis en évidence là. Donc vos axes doivent être nommés, hein, il doit bien avoir les prix en euros, les quantités en unités dans ce cas présent. Les deux courbes, on doit savoir à quoi ça correspond. Donc vous me faites une petite légende avec la couleur de la courbe d'offre, la couleur de la courbe de demande. Et qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté le modèle du marché de la médaille. Donc ça, il faut bien mettre en évidence tous ces éléments-là. Il y aura des points sur la représentation graphique. Donc, pour avoir l'ensemble des points à l'évaluation, il faut que tout soit sur votre cahier. Normalement, vous êtes parvenu à réaliser ce modèle du marché sur votre cahier avec l'ensemble de ces éléments. Donc maintenant, on va pouvoir l'analyser. Et là, on voit, si on regarde les deux courbes, on voit que la courbe d'offre et la courbe de demande se croisent en un point. Alors, vous avez pu voir en mathématiques, quand deux fonctions se coupent, ça veut dire que ces deux fonctions sont égales en ce point. Donc là, on peut voir que ici, l'offre est égale à la demande. On dira que cet endroit, c'est le point d'équilibre. Vous pouvez le noter sur votre cahier. Le point d'équilibre. Si on s'intéresse à leur projection, ce point d'équilibre nous montre que au prix de 6 euros, l'offre, donc la quantité proposée, est égale à la demande, est égale à la quantité 10 euros désirée. C'est le prix de marché. En effet, pourquoi c'est le prix de marché? Parce que l'ensemble des transactions, malgré toutes vos situations différentes, l'ensemble des transactions ont convergé vers ce prix. Il y avait des acheteurs qui pouvaient vendre moins cher, il y a des vendeurs qui pouvaient vendre moins cher, pardon, et des acheteurs qui pouvaient acheter plus cher. Sauf qu'ils n'en avaient aucun intérêt. Les prix ont convergé directement vers cet équilibre-là. Le prix est apparu. Donc on peut déjà répondre à la question, comment se forme le prix du marché? Le prix du marché se forme par la rencontre entre l'offre et la demande, et c'est la confrontation des deux qui aboutit à la formation d'un prix. Ce prix-là, il s'impose aux agents économiques. S'impose aux agents économiques, c'est ça qui est important. Et à ce prix, il y a une quantité d'équilibre. Donc la quantité d'équilibre, c'est le nombre maximal de transactions. Donc là, j'ai fait une petite erreur de frappe. C'est le nombre maximal de transactions, le nombre de 11. Donc si vous vous souvenez bien de la situation, nous n'avons jamais réussi à dépasser 11 transactions. Pourquoi? Parce que justement, c'était impossible d'aller plus loin. Parce que si on regarde qu'est-ce qui se passe à droite du prix d'équilibre, à droite du prix d'équilibre, sur toute cette zone-là, on a des producteurs qui pourraient vendre. Ils pourraient vendre à un prix supérieur au prix d'équilibre. Par exemple, ceux-là, là, ils peuvent vendre à 7 euros. Ceux-là, ils peuvent vendre à 8 euros, etc., etc. Et vous vous aperceviez que pour vous, si vous aviez ces cartes-là, donc
un 8 noir par exemple ou un 10 noir, eh bien vous n'allez jamais réussir à vendre. De la même manière, si je m'intéresse cette fois à la demande, eh bien ici, c'était des demandeurs, des acheteurs qui avaient un tout petit budget, donc par exemple une carte 5, une carte 4, une carte 2 rouge, et donc qui ne pouvaient pas acheter. Donc tous ceux qui sont à droite du prix d'équilibre, donc dans cette zone-là, étaient exclus du marché. C'est ce que je vous avais dit, j'avais employé ce terme-là, hein, l'exclusion du marché. Donc là j'écris avec la souris, donc excusez-moi pour la qualité graphique. Les exclus du marché sont ceux qui ne peuvent pas réaliser de transaction parce qu'ils n'ont pas les conditions possibles pour réaliser la transaction. A contrario, ceux qui sont à gauche du marché, à gauche du point d'équilibre, pardon, eh bien eux, ils ont pu réaliser des transactions et ils ont réalisé des gains à l'échange, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent sous forme de profit ou sous forme d'économie. Donc là, on peut écrire hein, ici, transaction réalisée, la transaction est donc réalisée. Je vais apprendre à écrire sans la souris pour la prochaine fois. Transaction et gain à l'échange. Les gains à l'échange sont réalisés également. Donc ça, vous pouvez noter sur votre cahier. Donc si je fais un petit bilan intermédiaire, qu'est-ce que vous devez retenir de ça? Vous pouvez retenir que déjà on peut modéliser l'offre et la demande dans un même graphique. Et dans ce même graphique-là, on va regarder où la demande croise l'offre. Et la demande croise l'offre en un point d'équilibre. Ce point d'équilibre-là, il nous donne un prix d'équilibre. Donc dans ce modèle-là, il est à 6 euros. Et une quantité d'équilibre, dans ce modèle-là, elle est à 11 médailles qui vont être vendues. À partir de là, on peut déterminer quel sera le prix de marché. Le prix de marché ici sera le prix d'équilibre, donc 6 euros. Et on peut aussi déterminer combien il y aura de transactions réalisées si les vendeurs et les acheteurs s'entendent bien au prix d'équilibre qui est de 6 euros. Et donc il y aura 11 transactions réalisées. Le prix est donc une donnée qui s'impose aux agents économiques. Ils n'ont pas le choix que de se plier au prix du marché. Sinon, ils ne vont pas trouver, donc les acheteurs ne vont pas trouver de vendeurs à un prix différent du prix d'équilibre, et les vendeurs ne vont pas trouver d'acheteurs. Et s'ils veulent vendre trop cher, eh bien, les acheteurs se tourneront vers d'autres personnes. Et les acheteurs, s'ils ne veulent pas vendre assez cher, eh bien, ils ne trouveront pas de vendeurs, et les vendeurs vendront à d'autres personnes. Donc le prix est une donnée qui s'impose aux agents économiques. Et donc là, on voit bien que le marché se régule tout seul. Il empêche les agents de pouvoir modifier à leur guise le prix, même si les prix sont libres. Il n'y a pas un État qui vient dire c'est à ce prix-là que vous devez vendre, mais il se forme par l'ensemble des relations entre les agents économiques. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est si l'équilibre il est valable pour un jour du marché, en fonction des conditions de la demande à un instant T, des conditions de l'offre à un instant T, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que les jours évoluent et que les conditions de l'offre et ou de la demande évoluent, et ce sera l'objet du point 2. Donc vous pouvez noter 3.2, l'équilibre du marché, équilibre au fil des jours. Et vous collez directement le document 8. Sur le document 8, donc la situation évolue. Donc un mois, j'ai noté un mois depuis le dernier marché s'est écoulé et entre-temps le prix de l'acier a augmenté, ce qui fait que les producteurs doivent augmenter leur prix de 2 euros par médaille. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Donc là, vous devez modifier les données du petit tableau que vous avez en dessous, à savoir comment faire, qu'est-ce qui se passe si les prix doivent monter de 2 euros. Et ensuite, tracer la nouvelle courbe d'offre sur le même graphique. Donc vous pouvez essayer de le faire tout seul, là, en mettant pause, avant de voir la correction qui suit.
Donc si je prends ce tableau-là, qui reprend les conditions de l'offre telles qu'elles étaient dans ce que vous avez tracé, eh bien, vous pouvez voir que cette fois-ci, les prix doivent augmenter de 2 euros. Donc j'ai barré les prix initiaux et j'ai fait plus 2 à chaque fois. Donc ici, hein, c'est plus au prix de 2 euros qu'il y avait deux personnes qui peuvent vendre, mais cette fois-ci au prix de 4 euros. Alors maintenant, il va falloir reproduire cette situation dans un nouveau graphique. Donc vous allez devoir créer un nouveau graphique avec les mêmes données initiales. Donc vous reproduisez le graphique tel que vous l'avez fait précédemment. Donc sans tous les éléments qu'on a marqués dessus, vous reproduisez tout juste l'offre et la demande sans indication du premier graphique. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous essayez de créer la nouvelle courbe d'offre. De cette façon, ça va être. Je vous laisse donc 5 minutes pour reproduire à nouveau le modèle du marché de la médaille avec la courbe de demande et cette fois-ci les deux courbes d'offre, donc avant et après la hausse du prix de l'acier. Vous avez donc normalement ce modèle-là reproduit avec cette fois-ci les deux courbes d'offre. Donc j'ai fait apparaître ici l'équilibre initial, donc E1, comme on l'avait vu, hein, donc le prix de marché, on peut le déterminer, c'était 6 euros et il y aurait 11 médailles d'échangées. Donc là, avec les nouvelles conditions de l'offre, eh bien, la demande ne bouge pas. La demande, elle reste avec ses conditions. C'est juste qu'elle ne va pas acheter le même nombre de médailles. Donc des nouvelles négociations vont se former et il va y avoir un nouvel équilibre que j'ai noté E2 à l'endroit d'égalité entre la courbe de demande initiale et la nouvelle courbe d'offre. Donc à cet équilibre libre-là, on peut trouver un nouveau prix d'équilibre, donc qui va être de 7 euros, donc le prix de marché sera 7 euros, et la nouvelle quantité d'équilibre donc, sera de 9 médailles échangées. Donc on s'aperçoit, suite à la hausse du prix de l'acier, eh bien, le prix de marché de la médaille a monté, il est passé de 6 euros à 7 euros, et les quantités échangées ont diminué, sont passées de 11 médailles vendues à 9 médailles. Donc on aurait pu intuitivement se dire, les prix vont monter de 2 euros. Mais non, parce que la médaille, elle, eh bien, la demande, pardon, elle, eh bien, elle garde ses conditions. Donc elle ne se comporte pas immédiatement en acceptant cette hausse de 2 euros. Elle diminue ses quantités achetées et un nouvel équilibre se forme. Donc dans cet exemple-là, on a reproduit une hausse du prix de l'acier, donc une hausse des coûts de production. Ça s'est traduit par une augmentation du prix, une diminution des quantités échangées. On aurait pu raisonner différemment. On aurait pu se dire, bah, cette fois-ci, le prix de l'acier diminue et donc les vendeurs peuvent vendre moins cher. Donc là, au lieu d'avoir un déplacement, comme on l'a vu ici, de la droite vers la gauche, donc un déplacement vers la gauche, on aurait eu un déplacement de la courbe d'offre vers la droite si le prix de l'acier diminuait. Et dans ce cas, eh bien, le prix aurait baissé et les quantités échangées auraient augmenté. On aurait pu aussi raisonner avec des modifications de la demande, donc soit une augmentation du budget, soit une diminution du budget de la demande, et les quantités échangées et les prix d'équilibre auraient évolué également. Donc là, j'ai choisi de vous faire modéliser ce qu'on appelle une réduction de l'offre. L'offre a dû augmenter ses prix. Donc une réduction de l'offre, une diminution de l'offre, ça se traduit, comme vous l'avez vu, par une hausse des prix et une diminution des quantités échangées. On aurait pu aussi ne pas faire déplacer l'offre vers la gauche, comme ici, mais vers la droite. Ce que vous avez vu lors de l'activité sur l'entreprise de jeans, qui grâce à une nouvelle machine a fait baisser ses coûts de production et donc pouvait en vendre plus. Donc là, si l'offre de médailles se déplaçait vers la droite, eh bien, on aurait une baisse du prix et une hausse des quantités échangées. On aurait pu aussi faire se déplacer la demande vers la droite ou vers la gauche. Et ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir faire en exercice lors de la prochaine séance.
Donc, nous avons fini pour les éléments d'apprentissage, les nouveaux éléments. Donc, vous avez donc tout pour pouvoir compléter les textes à trous de la synthèse 3 que je vous ai mis en pièces jointes. Donc, je vous ai mis deux formats, un format modifiable pour ceux qui peuvent utiliser un ordinateur et un format PDF pour ceux qui ne peuvent pas utiliser l'ordinateur. Donc, auquel cas, vous devrez noter les mots dans l'ordre sur votre cahier. Donc, je ne vous donne pas les éléments de correction de la synthèse 3 parce que nous le ferons à la prochaine séance et je pense que vous avez tout pour pouvoir y répondre. Si vous n'arrivez pas à y répondre, vous revenez en arrière sur la vidéo et vous allez y parvenir. Donc, j'espère que j'ai été le plus clair possible pour vous, que vous avez compris tous les éléments. Normalement, avoir vécu cette situation-là quand on a fait le jeu du marché, ça aide grandement à comprendre tout ce qui a été dit. C'est un élément assez technique quand même, et c'est surtout les éléments de base de la compréhension de la théorie économique standard sur le marché. Donc il ne faut pas passer à côté de ça, et je fais toute votre confiance, j'ai entièrement confiance en vous, pardon, pour pouvoir comprendre ces éléments-là. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à revenir vers moi pour poser des questions, mais aussi à vous poser des questions entre vous pour pouvoir compléter cette synthèse. Bon travail et bon courage pour la suite et à la séance prochaine.